Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver en ce lundi matin, lendemain matin de Coupe d'Afrique des Nations, jour de ML Cadet, l'actualité sportive est bien remplie. Salut coach. Bonjour, bonsoir Nico, à tous. Bonjour, bonsoir. Ouais, la CAN est finie, mais ça nous a occupés et ça s'est fini finalement. Heureusement que ça s'est fini, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Déjà. Non, c'était un spectacle. C'était un spectacle, ouais. Il faut rester calme, hein, quand même. Faire attention peut-être aux désignations d'arbitres. Ouais. Non, ça s'est pas aussi bien terminé que ça aurait dû. Non, mais il y a le jeu. Il y a le jeu partout dans le monde maintenant. Il y a des équipes dans beaucoup de sports qui peuvent t'attraper. Et nous, on va voir avec le Sénégal au mois de juin, puis qui sont dans notre poule à la Coupe du Monde. Des 4 dernières équipes là qui étaient à la CAN et même on pourrait dire certaines des quarts de finale. À la Coupe du Monde, ça va jouer. Hein. Ça va jouer. Donc l'élargissement de nombre d'équipes, oui. Peut paraître absurde quand on parle de Curaçao, Haïti, c'est pareil pour nous en basket, hein, c'est dans tous les sports, mais t'as des petits pays qui ponctuellement, surtout sur un début de compète, avant que la fatigue, les rotations ne fassent que, peuvent t'attraper. Surtout que le Sénégal, c'est le premier match. Hein. Et puis c'est pas un petit pays, le Sénégal, non. En plus du clafoutis. Mais c'était déjà le premier match en 2000. Ouais, 2002. En 2002, et donc ça rappellera des mauvais souvenirs. Et pour ceux qui... non, pas, ça dépend pour qui. Pour les Français, oui, alors, évidemment, oui, pour les Sénégalais, ça rappelle de très bons souvenirs. En effet, premier match, et ça sera au MetLife Stadium de New York, le grand stade de football américain cool. de New York City. Nous, on est beaucoup côte Est, on est si côte je Est, peux me permettre. La France, du coup. Ouais, la France. Je trouve que le choix de Boston est bien. Alors, ils prendront peut-être des coups de chaud si ça va loin dans la compète quand ils vont aller ailleurs. Mais Boston, à cette époque de l'année, c'est nickel. Et puis, il y a une ambiance... c'est une petite ville. C'est pas une ville de... Alors, il y a des quartiers, mais c'est pas une ville de nuit. C'est pas une ville... C'est pas Las Vegas, quoi. Non, ça c'est sûr. Et je veux dire, il y a quelque chose. C'est bien. Comme camp de base, je trouve que, mais ils sont en ville d'ailleurs, peut-être ils sont pas loin du TD parce qu'il y a pas mal d'infrastructures hôtelières autour. C'est paisible, c'est pas la lune au niveau température, enfin ils ont le temps d'aller en vacances après. Tu sais quoi, j'aime bien qu'on commence par un hors-sujet de 4 minutes avant de commencer à parler de basket. Non, mais c'est intéressant, une Coupe du Monde, c'est intéressant. On va parler d'une équipe dont on parle pas souvent, coach, dans le podcast. On va parler des Charlotte Hornets, qui sont plutôt bien en ce moment. Alors, ne coupez pas la vidéo ou n'arrêtez pas l'écoute, parce que franchement, il y a plein de choses à dire qui sont très sympas sur les Hornets, qui sont alors que 12e de la conférence Est, qui sont sur 16 victoires, 27 défaites depuis le début de la saison, mais qui viennent de mettre une pile à Denver, dans le Colorado, cette nuit, qui ont gagné en janvier chez le Thunder et chez les Lakers, et qui, mine de rien, commence à gagner pas mal de matchs autour d'un Big Four, LaMelo Ball, Miles Bridges, Brandon Miller, Con Knuppel et bien sûr Moussa Diabaté en cinquième homme de ce 5 de départ, qui a, je trouve, assez fière allure, Jacques, du côté de la Caroline du Nord. Ouais, il se passe quelque chose. Ça frémissait depuis un moment. Sur NBA Extra, on les avait qualifiés popcorn. Sympa à voir jouer. Et c'est vrai, déjà, la présence de LaMelo Ball assure un certain spectacle. Mais je trouve que maintenant, il y a une trame de jeu, il y a quelque chose. Et puis, il y a des joueurs qui prennent de la dimension. Alors, il peut arriver à LaMelo Ball d'archi-dominer un match, conférer le match dans sa ville à Los Angeles où il a fait une démonstration incroyable avec un 9 sur 17 à 3 points. Enfin, bref. Mais autour, il y a du sérieux. Il faut rendre hommage à Charles Lee, là. Exactement. Le coach qui les fait bien bosser, qui parfois ne fait pas débuter LaMelo. Dernièrement, non. Depuis que LaMelo avait une blessure, il a passé un peu de temps sur le banc. Il a passé du temps. Ouais. Il est arrivé en cours de trucs. Puis il y a des Brandon Miller qui a toujours cette épaule qu'il a handicapé à un moment. Il est encore strappé, mais peut-être plus par habitude maintenant, voire superstition, qu'autre chose, est en train de franchir un niveau. Bridges fait partie des joueurs. Ils sont quelques-uns en NBA à avoir un dossier aux fesses
comme il a lui, je crois qu'il y a Jackson Hayes et Kevin Porter Jr. qui sont aussi dans le même cas, je suis même sûr. Oui, et je n'oublie pas Porzingis, parce que lui, finalement, ça s'est éteint. Et pas en payant, apparemment. On en parlait longuement avec Rémi, parce que c'est quand même toujours enquiquinant. Bien sûr, Moussa. Hier soir, un super Tidjane Salin, qui met 13 points, qui attaque le cercle au putback, qui fait des choses alors, il est revenu de G-League très fort. Il avait eu un petit coup de ralentissement là depuis 2 semaines. Et puis comme c'est en NBA, là, il réaccompagne cette bonne période. Oui, alors la bonne question, c'est est-ce qu'ils peuvent gagner assez de matchs pour redevenir accessibles au play-in? En tout cas, ils font plaisir à voir. Et la bonne affaire de l'année, c'est bien sûr... je parle pas de Moussa Diabaté, nous qu'on suit beaucoup, c'est Con Knuppel, qui sous quand même, il a un aspect lourdeau, il est pas très grand, il a un bras extraordinaire, il maîtrise ses appuis, il est malin, il doit être quand même assez vite, parce qu'il arrive à passer des trucs, tu te demandes un peu comment, mais puis 2-3 pétards ambulants, style Colin Sexton, que t'envoies au sacrifice sur Steph Curry, qui l'accompagne même jusqu'aux toilettes dans le couloir. Il y a des images de ça. Sur Con Knuppel, tu vois, moi je l'avais pas mal regardé jouer à Duke, parce qu'il était coéquipier de Cooper Flagg, et je pensais pas qu'il s'adapterait aussi vite à la NBA, justement, avec ce physique un peu lourdeau. Il est pas très rapide, il est pas très très grand. Je le voyais pas s'imposer vite, ou en tout cas peut-être pas même dans un rôle de titulaire tout de suite en NBA. Et en fait, le gars a déjà un QI basket, un shoot. Il a ce côté aussi, il est petit, il est pas forcément très costaud, et donc il se donne encore plus que les autres sur le terrain pour se faire sa place. Il est rude. Et voilà, il a ce côté un peu rude. Il y a des mecs qui sont solides, qui sont des hommes forts. Et c'est ça. Et nous, au basket, ça se matérialise sur quoi ? Sur des appuis. Il a des appuis. Alors, il y a des appuis techniques, version step back et tout, mais des appuis, tient debout. Tiens, il est solide. T'as des joueurs de petite taille comme ça qui sont des monstres. Alors lui, il est pas petite taille, il est de taille moyenne. Il doit faire. Non, il a 1,98, je crois, 96-98. Jamais il l'ait fait. Ouais, je crois que c'est ce qu'il y a sur sa fiche. Pourtant, il me paraît plus petit, mais je vais vérifier que je dise pas de bêtises, mais il me semble qu'il a 1,98. Je le vois à 6'3". Il fait 1,92. Alors, Con Knuppel, peut-être que je te dis une bêtise, mais... en tout cas, il n'a pas une envergure de monstre. Il me semble qu'il est noté à 1,98, Con Knuppel. Ouais. C'est-à-dire, il fait la taille de Michael Jordan, soi-disant. Ouais. Voilà. Non. Mais avec des grandes chaussures, quoi, alors. Non, talonnette intérieure. Non, mais ça change rien. Il est solide, il est NBA ready au niveau de la force. Tu vois, c'est des mecs forts, costauds. Et il va assez vite pour placer son bras, pour placer ses appuis. Il est rugueux en défense, parfois battu au post-up. Là, il peut rien faire. Mais bon, il vit avec. Il est très malin, très éduqué. Il a un QI basket élevé. Et puis, il travaille, quoi. Il prend de la distance. Le range, quand il passe de NCAA à NBA, le problème, c'est souvent un problème de range au niveau de la régularité du shoot. Lui, plus il recule, plus il est à l'aise. Donc, tout va bien. Et il est fort comme un taureau. Il va péter le record de tir à 3 points réussi pour un rookie en NBA. C'est un peu alors, au-delà de sa qualité, c'est un peu la nature du jeu aussi actuel. C'est bien sûr la nature du jeu actuel, tout en sachant que les Hornets, je regardais ça avant le podcast, ont un pace, un rythme parmi les plus faibles de la ligue. Contrairement à ce qu'on pourrait penser dans une équipe où il y a la Melo Ball, ils sont 26e dans ce classement. Le pace, c'est le rythme de jeu. Voilà. C'est une statistique avancée, mais qui est quand même assez développée maintenant en NBA, dont on parle souvent. C'est aussi un groupe extrêmement jeune, 23 ans de moyenne d'âge sur le 5 de départ. Et hormis Connaughton et Mason Plumlee, qui joue assez peu dans cette équipe, il n'y a aucun joueur de plus de 28 ans dans l'effectif de Charlotte. Ça veut dire aussi que cette équipe, mine de rien, elle a une sacrée marge de progression si tout se passe bien. Évidemment, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on va devenir bon en vieillissant. Ils vont pas tous progresser. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est terrible à dire. C'est que le plus vieux du 5, c'est Miles Bridges, il a 27 ans. Ouais. Il a 27 ans. Ils ont un truc devant eux. On le cite pas, mais avoir un grand... Alors, il a des bons et des mauvais matchs, mais Khalil Brenner, c'est une bonne chose de l'avoir aussi. Non, ça travaille, ça structure. On sait aussi que c'est un endroit où il y a une
une connaissance du basket, c'est comme Indiana. C'est comme les Pacers, les Hornets sont autour d'eux tout un tas de facs qui sont avec un niveau basket qui fait que tout le monde connaît le basket. Voilà, donc il faut... Mais il se passe quelque chose. La vraie question, c'est ça va devenir la mélo. Ça va devenir la mélo parce que ils progressent. S'ils se mettent à gagner des matchs, on va se dire, ah ben ça y est, enfin, il arrête de jouer pour jouer et il joue pour gagner. Auquel cas, ça devient un joueur qui franchit un niveau. Il est moins sous la menace des fautes que l'année dernière, où il était tout le temps ciblé par les attaques adverses aussi. Hein. Donc tout ça progresse et il faut donner du crédit au coach. Et tu sais que Charles Lee, il a 2 bagues de champion en tant que premier adjoint d'une de Mike Budenholzer du temps des Bucks et puis de Joe Mazzulla aux Celtics. Et mine de rien, les dirigeants des Hornets, je pense, ont fait le bon choix en confiant les Charlotte Hornets à Charles Lee. C'est aussi une franchise qui drafte bien sur ces dernières années parce que mine de rien, quand tu prends le 5 de départ, tu as LaMelo Ball, Bridges, Brandon Miller et Con Knuckle. Ce sont 4 joueurs draftés par les Hornets. Oui. Enfin bon, avec les classements qu'ils obtiennent, ils sont à chaque fois dans les favoris. Ouais, mais ils ont jamais le first pick. Non, ils auraient pu récupérer Holmgren. Ils auraient pu récupérer Victor. Ils auraient pu récupérer des joueurs supérieurs. Cooper Flag. Mais ça, c'est toujours la draft. Les Hornets ont rarement de la chance à la draft. Ouais, quand même. Tu viens de les citer. Mais quand ils sont quand même toujours à peu près sûr d'être dans le top 5 de l'année. Et t'as d'excellents joueurs qui sortent. T'as aussi pas mal de busts dans ce top 5. Ouais, Moussa en fait partie aussi. C'est encore autre chose. Moussa Diabaté, petit John Salin pris 6e. Il est en train de leur donner, OK, on a bien fait, mais il a fallu être patient. C'est une équipe qui travaille. Les joueurs savent ce qu'ils font quand ils arrivent à rester dans le match. Ils ont encore des coupures. Mais alors des grosses, hein. Ils vont lâcher un match ou ne pas exister dans un match. C'est contre qui perdent alors qu'ils sont très handicapés? C'est contre les Warriors. Contre les Warriors, le match d'avant Denver. Le match d'avant où Jimmy Butler... alors peut-être que ça les a sortis du plan, que ça va faire jouer les Warriors, mais ils se font exploser. Je crois que c'est Moses Moody qui les explose. Ou voilà, ils avaient fait une défense spéciale sur Steph Curry. Ce qui prouve bien... Qui avait plutôt bien marché parce que Steph n'a pas été trop en adresse. On considère ça. Mais tout le monde a marqué après. Voilà, donc... Le plan de jeu est à 50%, quoi. Voilà, c'est ça. Choisis ton poison, ça Exactement. s'appelle. Là, c'était la bonne définition de ça. Pour finir sur les Hornets, c'est mine de rien la 8e attaque de la Ligue et c'est la 5e équipe la plus à droite à 3 points, ce qui veut quand même dire qu'il y a du talent dans cette équipe de Charlotte. Et certes, quand ça déconnecte fort. 23e défense en NBA. Mais sur les matchs où ça marche bien, tu vois que... je trouve que déjà c'est une équipe sympa à avoir joué. Il y a beaucoup de joueurs de talent. Moi j'aime beaucoup Brandon Miller qui a été pas mal embêté en début de carrière avec son épaule, mais c'est un score énorme en fait. C'est un score énorme. Il a aussi des problèmes de discipline. C'est une équipe c'est une équipe en pleine rédemption. Mais c'est pour ça que le coup de LaMelo Ball, de faire partir LaMelo. Je dis pas qu'il faut le faire partir. Non, mais je dis c'est la question qui se pose. Il va faire envie. La question se pose, mais il a que 24 ans et finalement il est dans la timeline de cette équipe où tout le monde est très jeune. Et pourquoi pas être le leader dans le futur de cette équipe. Alors, c'est des leaders depuis sa draft, mais leader d'une équipe qui perd, ça marche pas trop en général. Puis leader d'une équipe qui joue rien. Quand on est leader avec des objectifs, on grandit avec cette équipe, on grandit avec ses coéquipiers. C'est ça dont il a besoin. Le talent est invraisemblable, le mec est touché par la grâce. Mais après, s'appliquer en défense, gérer un chronomètre, gérer le rythme d'un match, gérer tes coéquipiers... défendre un peu quand même. Hein. On est rattrapé par tout ça hein, quand on veut aller très haut niveau. Hein. Je sais qu'on peut rester un immense joueur sans bague, sans rien, mais enfin des aventures de play-off, faut en vivre. Sans ça, on reste un joueur qui n'a pas connu ça. Ouais, ils sont 12e actuellement, je l'ai dit, les Hornets. Ils sont à combien du 10e? Ils sont pas si loin, ils sont à 3 matchs et demi de Atlanta qui est 10e. Atlanta qui va pas très fort d'ailleurs, depuis le transfert de Trae Young, tout va mieux
Hawks, 3 défaites de suite là pour Atlanta, c'était visiblement Trae Young le problème. Avec Zachary qui est en kikiné, je crois, à un genou. Mais ils sont pas loin, et puis les Bucks, tu sais, ça alors là, continue tu dis ça, tu sautes dessus. Il y a une autre équipe qui s'est enlevé un joueur et qui est en pleine explosion, ce sont les Clippers. Même si, on va en parler, Kawhi retourne sur le banc. Tout ça, c'est... après, il faut voir pour combien de temps, réellement, etc., etc. Là, le classement, les trades, alors, on pensait que le départ de Trae Young allait être le premier effet de l'effet domino, mais comme il va à Washington, ça bouge rien. Et comme Atlanta a été plus ou moins branché dans leur tête sur Anthony Davis, et que l'autre, avec sa main, ça pose, ça quand même, ça a jeté un froid sur l'éventuel transfert. Il y a Ja Morant qu'on entend ici, cela, Miami a pas l'air aussi engagé que ce qui avait l'air d'être dit. Apparemment, il a un tatouage de Memphis dans le dos qui prouve sa fidélité. Après, ça se recouvre un tatouage. Je sais rien. J'ai vu qu'il déclarait. Oui, c'est ce qu'il a dit hier. Ouais. Il a été bon hier d'ailleurs. Enfin, c'était. Je veux dire, il y a une vraie différence entre le match de Berlin et le match de Londres, hein, en termes d'intensité, en termes de public, en termes de côté basket, quoi. On voit que l'Allemagne est championne du monde et championne d'Europe. Oui, il y a des joueurs. Et puis on connaît un peu le basket en Allemagne. Voilà. C'est surtout ça, quoi. Même s'il y a traditionnellement beaucoup de Français, beaucoup de Belges, Suisses qui vont Hollandais qui vont à l'O2 Arena, à Londres, ouais. À Londres. C'est toujours bien d'avoir ça, mais je trouvais qu'il y avait vraiment une grosse différence d'atmosphère, de joie aussi. Alors ça se comprend avec les 3 membres de la Mannschaft, les 2 frères Wagner et Tristan da Silva qui étaient là avec le Magic, mais le Magic tristounait un peu. Hein. Alors ils ont fait une belle mi-temps le premier match, la deuxième, et puis alors là un faux match complet, et avec le dunk de l'année, oui ça. Ouais, mais ça fait pas gagner un match malheureusement. Le dunk de Tony Black, ça fait une belle image et un beau souvenir pour le joueur, et ça sera une des images marquantes de la saison finalement quand même, en plus sur un match européen. Un mec avec un physique à peu près normal qui se retrouve avec 4 gonzes et qui leur claque un dunk comme ça de face. C'est une image. Ouais, elle est pas mal. Ouais. Pour en revenir sur les trades, c'est vrai qu'avec le trade de Trae Young, on pouvait penser que ça allait lancer la machine. Alors il reste du temps. Hein. Généralement, de toute façon, on sait que ça s'active sur la dernière semaine, sur les même 2-3 derniers jours finalement, avant la trade deadline. Finalement, Washington a dégainé très vite, mais personne ne suit pour le moment. Mine de rien, entre Kuminga, Ja Morant, Lauri Markkanen, Giannis, certains en croient encore possible un trade d'ici le 5 février. Le paysage NBA pourrait quand même être pas mal. Tu penses vraiment que, alors, moi, je pense qu'il y a pas mal de GM qui sont obligés de faire des mouvements. Tu penses que Giannis, ça mérite, je sais pas. Moi, j'y crois plus trop au trade de Giannis pour cet hiver. Moi, pour cet été, oui, je dis oui, mais l'hiver, ça me ferait drôle, quoi. Après, Luka a bien bougé pendant l'hiver. Hein. Mais ça arrive une fois tous les combien. On en parle encore. Hein. Voilà, c'est ça. Non, mais quand tu vois que du côté des Pistons, ça pourrait bouger pour Markkanen, que les Lakers vont rechercher des joueurs, que Cleveland pourrait peut-être aussi faire des mouvements. Markkanen, c'est toujours le débat d'un très très fort joueur, attention, dans une équipe qui a une très 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 belle alchimie. Tu vas la bouffer, ton alchimie, c'est ça. Là, et ça, tu le sais pas avant. Le mec peut être un mec bien, le mec peut être un fort joueur. Hop, là, t'avais la limite de ton joueur faisait que l'autre faisait ci. Tu vois, c'est des choses, ça. Faire gaffe, hein. Quand t'as une dynamique comme celle des Pistons. Alors oui, à la marge, tu peux ajouter un joueur. Peut-être Ivy peut être. Alors, il est dispensable, on va dire, Jaden Ivey. Voilà, il a perdu sa place de manière injuste. On connaît la qualité du mec. Il revient de blessure, mais l'équipe s'est faite sans lui. Voilà, donc partant de là, peut-être que là, tu peux faire un move, rajouter un gonze, mais les Lakers... Alors, regarde un joueur comme Kuminga oui. à Détroit. Why not?
Ça pourrait être un joueur intéressant, un joueur qui Ouais. déjà qui score. En fait, Déjà, Détroit a besoin d'un joueur déjà, qui sache scorer. Voilà. Alors, Kuminga, il va falloir un truc quand même, c'est qu'il arrête d'être obsédé par les minutes. Des minutes, t'en as quand t'es bon. Je connais pas de coach qui donne pas de minutes à des joueurs qui sont efficaces. Ou alors vraiment, ils sont psychiatriques. Kuminga, il peut faire beaucoup de choses. Mais est-ce qu'il en a envie? Il peut défendre. Il peut de temps en temps mettre des shoots externes, driver, aller au rebond. Il peut faire des choses. Moi, je pense qu'il s'intégrerait bien dans cette équipe des Pistons. Il peut être bon sur transition, mais il peut s'intégrer dans beaucoup d'équipes. Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'il n'a pas, lui, envie de dribbler, faire, excusez-moi de la comparaison pour son fan club, du Jordan Poole? J'étais sûr que tu allais dire Jordan Non, Poole. mais ils ont grandi ensemble. Oui, bien sûr. Je vois la liaison. Ouais. Voilà, c'est un peu pour ça que j'y pense. T'as des mecs qui sont passés aux Warriors, qui n'ont pas été bons et qui se sont refaits derrière. Kelly Oubre en fait partie. Il y en a d'autres qui ont performé après avoir été en échec aux Warriors. Comme aux Lakers, Schroeder n'a pas été bon aux Warriors, alors que c'est un bon joueur irrégulier, mais qui n'a même pas fait ça vraiment aux Warriors. Voilà. Et tu sais, c'est de l'humain tout ça, hein, et c'est compliqué. On a commencé à l'aborder, le sujet Kawhi Leonard qui s'est reblessé au genou. Alors la franchise, pour l'instant des Clippers, a calmé un peu le jeu. On parle simplement d'une irritation au genou gauche qui aurait un peu gonflé suite à un coup. Il a dû quitter l'équipe en plein road trip pour aller se faire examiner à Los Angeles. Il va rater a priori quelques matchs, là, des matchs à venir. Ça met un coup de frein quand même à la remontée incroyable des Clippers qui sont quand même sur 12 victoires, 2 défaites sur les 14 derniers matchs, qui sont à égalité avec Memphis pour la dernière place du play-in. Ils sont 11e, Memphis est 10e, mais c'est avec le même bilan. Ça... T'es moins fort sans Kawhi. T'es moins fort sans playoff Kawhi, même si lui ne sait pas ce que ça veut dire. Voilà. Pourquoi playoff Kawhi? Parce que son coach Tyronn Lue a dit que c'était playoff Kawhi, et lui a dit je sais pas ce que ça veut dire. J'ai déjà été très bon en saison régulière. Oui, c'est ça. Il avait un rythme là. Final Kawhi. C'est sa meilleure saison en carrière au scoring. Il a plus de 28 points par match. Ouais, il a la piste équipée de tourner vraiment autour de lui. On voit parfois que son genou gauche est moins sûr qu'avant dans ses élévations. Dans tout ça, j'espère que ça va se régler. On sait qu'avec lui, c'est jamais très simple et que de toute façon, on ne saura rien. Donc, nous allons supputons. Non, je veux dire, qu'est-ce que tu veux faire? On va attendre. Le All-Star Game est dans 3 semaines. Ça va faire une coupure. Sauf s'il est All-Star, il jouera un peu déjà. Tu peux aussi décliner. Décliner, même si c'est à la maison, tu peux être assis sur le banc. Ça la foutrait un peu mal quand même. Tu vois que le All-Star Game, il est dans la salle des Clippers et lui déclare forfait. Qui risque d'être le seul. Je réfléchis en étant moins que Zubac en équipe. Non, il y a trop de mecs. Ça sera le seul. Donc. Harden, mais avec les Américains, avec le nombre d'Américains qui va être réduit, ça peut être difficile pour James Harden. Quand même 12. Il y a 12 Américains. Non, je crois que il n'y a pas 12 et 12, ils vont répartir, tu reprendras les... Et alors, au départ, ils prennent 12 et 12. Je crois qu'ils prennent 12 et 12. Ils font 2 équipes All-Star. Mais après, je ne sais pas comment... Il y a 3 équipes différentes. Ouais. Et il y a une équipe composée que d'Américains, donc tu as peut-être raison, c'est peut-être 9. Ouais, c'est peut-être 9. Comme souvent, finalement, je pense avoir raison, mais finalement, j'ai tort avec toi. Non, t'es 9 Américains, t'es sûr? Non, 9 FIBA, enfin non américains. Ok. Regarde, je crois que c'est ça, vérifie, mais je crois que c'est ça. On a déjà parlé. Mais ils vont nous faire, 12 et 12. Tu dois voter, toi, non, sur FIBA.com. Moi, je vote pas, 24. 8 joueurs, voilà, 8 x 3, 24, oui, c'est pas 9, c'est 8, du coup, parce qu'on est nul en maths. 8 joueurs, mais il me semble même qu'il y a 16 Américains, un coach.
Eh ben oui, il y a 16 Américains. 16 Américains. Donc avant, il y en avait 24, Voilà. mais tu en avais bien 3-4 par équipe qui étaient je veux dire, de Ginobili à tous les mecs qu'il y a, Shea, Victor, enfin bon, Ouais, bref, bien sûr. Jokic, Giannis. Tu l'as vu la liste, puis prends la liste des MVP déjà, depuis 2018. Exactement. Donc, Luka, bref... Nikola Vucevic. Et pas Donc, et on tient pas compte des postes. Oui, je sais. D'ailleurs, à l'Est, pratiquement, il n'y a que des meneurs plus Jaylen Brown dans les joueurs dominants. Ouais, c'est ça. Ouais, entre Bronson, Cunningham. Et il n'y a pas Tyrese Haliburton cette année, sinon il aurait postulé aussi. Il y aurait eu Maxi, bien sûr. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup de petits, de petits à l'Est. On termine par le MLKD, bien sûr. Jaylen Brown, comme pivot dans cette équipe. Ouais, alors de toute façon, vu les derniers All-Star Games, pivot, arrière, meneur, tout le monde joue un peu comme il veut de toute façon. Donc, on va voir là. Donc il y aura 3 équipes de 8, une équipe européenne et 2 équipes. Alors je ne sais pas comment ils vont les bidouiller. Tu sais que s'il manque, j'ai vu que s'il manquait des Américains, parce qu'au départ, en fait, on prend les premiers les premiers du classement, selon les votes. Donc s'il manque des Américains, c'est ensuite Adam Silver et l'NBA qui rajoutent eux-mêmes des joueurs américains. Mais alors, au truc. Si jamais il n'y a pas 16 Américains dans les 24. Et selon les estimations actuelles, ça va être tout pile. Ben voilà, la théorie du complot, mais ça a toujours été le fait du prince, les remplacements. Ouais. Oui, c'est vrai que ça change pas grand-chose finalement. Non, mais maintenant, ça vous intéresse. On s'en foutait, disait tiens, lui il est devenu All-Star comme ça. Non. T'as eu des All-Stars. Tiens, Mehmet Okur, toi qui es spécialiste du basket turc, il a été All-Star. Il a été All-Star. Mehmet, la mèche. Après, Mehmet Okur, il a eu des bonnes. Oui, de l'âge All-Star, peut-être pas. Non, mais Jamal Magloire. Magloire, il a été. Yes, sir, tiens, regarde sans ton truc. Ah, mais il y en a quelques-uns. Hein. Ouais, mais ça, c'est. Jamal Magloire, qui est encore assistant, je crois, à Toronto. C'est des années spéciales, ça, quand Jamal Magloire. Il y aura beaucoup de forfaits cette année-là. Une épidémie, sans doute. Il était All-Star. Magloire participe au All-Star Game 2004. Voilà, qui était au Staples Center en 2004. Il joue aux Hornets de la Nouvelle-Orléans. Ben, tu vois, une équipe qui a laissé une grande trace. All-Star avec 11 points par match cette année-là, ça ne devait pas être... il y a dû avoir des forfaits. Des blessés, des avions qui ont été détournés, je sais pas. Ah ouais, là, c'est... Oui. 11 points par match All-Star. Des vacances au Costa Rica tout le monde ne voulait pas y aller, pour Rachid Wallace. Exactement. Donc je disais, on termine par le MLKD. D'ailleurs, raison finalement de ta présence en ce lundi dans le podcast. N'est-ce pas? Parce qu'ensuite il y a l'émission et puis ce soir tu commentes le deuxième match de la soirée. Oui. On va commencer par parler du premier. Le MLKD, Bucks Hawks à Atlanta, ville de naissance du docteur Martin Luther King. Pasteur, docteur. Alors pourquoi docteur? Parce qu'il avait un doctorat en théologie, il n'était pas médecin. Mais oui, ville de naissance, ville aussi où il a eu sa paroisse, son église, ville où il y a son musée. Ville symbole avec Memphis où a eu lieu l'assassinat de Martin Luther King. C'est une tradition qui est belle, le Martin Luther King. Ça fait 40 ans. Honor the King, ils avaient porté les t-shirts. Ça fait 40 ans que le Martin Luther King Day est un jour férié aux États-Unis. Ils ont attendu 1986, sachant qu'il était assassiné en 68. On va pas rentrer dans ces débats, mais en cette année... Ils ont attendu 18 ans pour le rendre jour férié. Voilà. En cette année, Non, mais il faut quand même le rappeler. Surtout dans le contexte actuel. Dans le contexte actuel, c'est encore... autre chose, mais 40 ans, ça remonte donc à 1985. Alors c'est 86. 86. Voilà. Écoute, le monde est ainsi fait, je parle pas que d'Amérique, le monde est ainsi fait. Toute la soirée, elle est à suivre dans le multiplex sur beIN Sport 3, avec tous les matchs à suivre sur les canaux Max, et donc le Bucks Hawks,
C'est une affiche déjà qui a pas mal de gueule, même si... Alors on parle du 10e contre le 11e de la conférence Est, mais il y a quand même pas mal de beaux noms. Alors, bien sûr, Giannis Antetokounmpo. Il peut y avoir Porzingis en face. Il peut y avoir Porzingis en face. On aimerait bien savoir que Zachary Rizaché rejoue, mais j'en suis pas sûr. On aimerait voir aussi un des joueurs qui fait une breakout season complète et pour le All-Star. Tiens, il va pas être loin du compte, c'est Jalen Johnson. Voilà, puis une équipe d'Atlanta qu'on attendait beaucoup plus haute. Ce sont deux équipes qui sont en train de vivre une forme d'échec cette année. C'est Atlanta, c'est la soirée symbole d'un des héros de la ville. Vaudrait mieux que ça se passe bien pour les Hawks. Et de l'autre côté, on est toujours content de voir jouer Giannis Antetokounmpo. On est toujours content de voir des joueurs qui se développent comme Ryan Rollins. Et de temps en temps, les Bucks arrivent à faire un match, même si là, ils ont la tête dans le seau. Et ils ont pris des danses terribles. C'est-à-dire que même s'ils perdaient de 17-18, ils passaient à 35-36 derrière. On verra, c'est de la NBA. Il faut mettre les ingrédients. Il faut avoir un peu de réussite aussi. C'est une équipe qui dépend tellement, tu allais dire, la Milwaukee, de son adresse à 3 points, que en fait, les soirs où ça rentre un peu moins, tout de suite, tu prends une marée. Ah oui, ils ont peu de solutions. Et puis, il y a ce phénomène de Miles Turner qui, au-delà du fait que l'équipe soit en difficulté, lui est très en difficulté. Alors, on lui souhaite de remettre le nez à la fenêtre, mais depuis, c'est une forme d'échec, comme si c'était très dur. Lillard l'avait vécu un peu aussi avant de se blesser, de s'intégrer dans cette équipe avec Giannis. Le deuxième match, celui que tu commentes, à 20h30, en plus voilà, c'est en prime time, Oklahoma City va défier les Cavs dans l'Ohio. Celui-là, c'est, je pense, le plus beau match de la soirée, aller avec celui de 2 heures entre les Celtics et les Pistons. Voilà. Boston, c'est les Pistons. Alors, bien sûr, pas de Jalen Williams, donc ça change le décor. On a vu AJ Mitchell bien rentrer dans ce rôle de deuxième arrière, un peu pénétration, créateur aux côtés de Shea. Il leur manque toujours Hartenstein. Ils viennent de perdre, ils sont champions, ils n'ont pas envie de perdre. Et de l'autre côté, s'ils pensent à défendre un peu, s'ils trouvent des ailiers, ils ont Tyson, son prénom c'est Jalen Tyson. Alors les Jalen, les Jalen, On a déjà eu du mal la dernière fois pour le trouver, mais là c'est bon, le Jalen Tyson, qui a cartonné, qui sort son record en carrière contre Philadelphie. Le Dequan Quinn là, qui a l'air aussi de mettre le nez à la fenêtre, mais ça reste encore irrégulier. L'absence de Strus, l'absence de Garland fait que ces mecs-là ont des minutes devant eux. S'ils les prennent pas, d'abord ils ont tort. Tu parlais d'un pivot décevant à Milwaukee, moi il y en a un autre qui me déçoit beaucoup cette saison, c'est Jarrett Allen. Tu penses pas qu'il il a un peu surperformé les gars depuis deux c'est possible, d'avant. Mais ça faisait quand même 2-3 ans qu'il avait un niveau, un plancher, on va dire, et là je trouve qu'il est en dessous. Je te l'ai déjà dit. Et tu vois, Jarrett Allen à la trade deadline, attention. Moi, je pense que ça peut bouger. Pourquoi pas Boston qui recherche un intérieur, même si peut-être qu'ils iront sur Nick Claxton si Brooklyn veut s'en séparer. Mais le Jarrett Allen, je le vois bien partir à la trade deadline. Claxton, je le trouve encore... il y a des qualités, attention, mais 5... Jarrett Allen, je pense qu'il a surperformé pendant 2 ans, moi. Et là, cette année, il y a beaucoup de choses qu'il a pris sur la tête, notamment l'élimination l'année dernière, qui leur a fait très, très, très mal à cette équipe. Elle a des moments où elle est candidate à tout, et puis elle a des moments où elle peut se faire attraper par tout le monde. Aussi, ils ont pris une danse contre Charlotte. Ouais, oui. Et ce qui est terrible pour les Cavs, c'est que tu as des séquences des fois où tu les vois jouer, c'est franchement impressionnant, sauf qu'au bout du compte, le ballon rentre pas. Et puis ça s'effrite très rapidement. Ils défendent pas assez fort, mais je trouve qu'il manque pas grand-chose à cette équipe pour redécoller quand même. Pour l'instant, le constat, c'est qu'ils n'ont pas de stopper à l'aile. Ils se prennent des cartons par tout le monde. Et arrière, ailier, leur en mettent plein la tête. Bon, mais ils ont c'est le défaut d'avoir Donovan Mitchell aussi peut-être dans cette équipe. Et Garland. En même temps. C'est que tu n'as pas... Alors Garland est blessé. Il est solide quand même. Il est solide, mais il se donne pas une... Voilà, c'est ça. C'est un faux bon défenseur, Donovan Mitchell. C'est un défenseur de stats. Voilà, c'est Russell Westbrook. Tu vois l'idée, quoi. Oui, bien sûr. C'est pareil pour les contreurs. Hein. Tu peux faire... D'ailleurs, je parle pas de Victor. Hein. Tu peux faire des contres et pas être un bon défenseur. Et tu parles de DeAndre Ayton, c'est ça?
Non, je veux dire, le contrer, tu peux. Tu as le physique pour ça, le deuxième rideau et tout. Mais sur l'homme, défendre, pour moi, c'est sur l'homme. Alors, sur les pivots, c'est les backups, contestation, dissuasion. C'est ça qu'il faut compter. Et sur les extérieurs, c'est pas perdre ton intervalle, droite, gauche, rester en face et baisser le pourcentage du gond. Si tu les empêches pas de shooter, c'est la Scarla. Être le plus sur les lignes de passe, contester, faire savoir que tu es là, dire un mot à l'oreille. Et plus si affinité. À 21h, pardon, un match, alors qu'on aura peut-être un peu moins envie de regarder que Thundercats, ça sera quasiment en même temps, Thundercats 20h30, Clippers Wizards à 21h pour Bilal Koulibaly et Alexa. Pour le coup, là, on peut les regarder. Bilal, il jouait pas les deux derniers. Oui, je m'avance un peu sur Bilal Koulibaly. Alexa, en revanche. Et nous, à une horaire, 21h, parfait pour il a des regarder mouvements automatiques, il a toujours sa bonne main naturelle. Commence à avoir des mouvements de haut cercle, fade away. Il a la cote. Beaucoup d'équipes le suivent. Il est très apprécié déjà par les fans aux États-Unis. Il a un profil de toute façon hyper intéressant en NBA. Il claque. Alors pour le coup, lui, il contre beaucoup. Il a le shoot à 3 points, même si parfois c'est irrégulier, mais je pense qu'au fur et à mesure de sa carrière, ça va devenir vraiment une référence de ce côté-là. Près du panier, il a des mouvements. Il a le sens de l'attaque, il a le sens du jeu. Ah, c'est ça. Après, il faut rester, il faut qu'il prenne peut-être un peu de force au sol, mais ça va venir. En tout cas, c'est un match sympa. Puis de l'autre côté, Clippers avec Nico Batum qui a enfin pris un shoot à 3 points. C'était il y a 2 matchs. Ah, 2 points, pardon. C'était un 2 matchs. Ça faisait 2 mois, 3 mois qu'il faisait que shooter à 3 points. Ah ouais, je l'avais pas la stat. Ça, c'est comme notre ami Sam Hauser. Sam Hauser, il a un peu insisté quand même. 10-21 au tir, ok. 10-21 à 3 points. Pourquoi pas? Quand c'est ton rôle après, et 10-21, c'est parfait. Avec 5 dribbles dans le match. Ça, c'est la référence à Klay Thompson. 23h, un match vraiment sympa pour le coup, celui-là, avec tes New York Knicks qui reçoivent les Dallas Mavericks. Match entre deux équipes qui vont coup-ci coup-ça quand même, surtout New York. Malades. Dallas, on a l'habitude là un peu, mais New York, ça s'améliore. Ça s'est pas amélioré trop là depuis qu'on en a parlé. Depuis la ensemble. NBA Cup, ça joue mal. Ouais. Et puis là, la blessure de Bronson, l'absence de Bronson. Il est toujours forfait ce soir, Jalen Bronson. Je pense, et de Hart, j'ai pas encore. Ils sont pas encore à jour. De toute façon, à cette heure-là, ils vont pas nous donner. Non, on l'aura pas tout de suite. Voilà, non, y a pas de, ça n'a ni queue ni tête. C'est ce que je me suis retrouvé à dire, et je trouve qu'il y a des comparaisons avec ce qui est fait aux Lakers. Quand on manage que le talent et qu'on développe pas l'équipe, et le jour où le talent est pas là, il n'y a plus d'équipe. Voilà. Ça pourrait être le mot de la fin, mais il nous reste des matchs à annoncer. Non, je suis assez d'accord avec toi sur New York. Et pareil, les Lakers. Avec ce qui se passe en ce moment à New York, pour le coup, tu peux aussi penser qu'il va y avoir des mouvements à la trade deadline, non? Qu'est-ce qui trade? Moi, je pense que Karl Anthony Towns, il n'est pas intouchable dans cette équipe. Mais je te dis pas qu'il soit intouchable. Oui. À part Bronson et Anunoby. Bridges, j'ai des doutes. Je pense que personne n'est intouchable dans cette équipe. Anunoby, personnellement, je le garderais. Ah oui, je suis d'accord. Bronson, bien sûr, Josh Hart. Et Josh Hart. Après, je te dis, Bridges et Karl Anthony Towns, je sais qu'on aime bien parler à chaque fois de cette Villanova Connection. Il y a un moment, s'il faut la briser, ça se déjà brisé avec DiVincenzo. Ouais, mais voilà. Ce match, il sera à 23h, en même temps que l'Utah Jazz qui ira chez les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama. Donc, un peu plus tard, mais occasion de voir Victor à une horaire assez convenable à 23h. Il y en a un qui est intéressant à voir parce qu'il progresse beaucoup, c'est quand même Ace Bailey, qui avait fait sa tête de cochon pour aller au Jazz, mais ce garçon a plein de choses en lui. Et côté Spurs, Victor affamé, Victor qui a été à 39, là, un de ces jours, il va nous en péter il va nous péter un match à 40-50. C'est quoi le record là? Il a fait le record la saison dernière, son record en carrière avec Wembanyama, c'est 50 tourons. Tourons. Ok. Tourons. Je check ça en direct. Le record... Évidemment, c'est compliqué à trouver. Il y a des sites qui te donnent ça, c'est 50. Mais ouais, c'est ça, il me semble bien que c'est 50.
Et pour le coup, tu vois, pour revenir sur Ace Bailey, c'est vrai c'est ça, 50 points. On ramène souvent cette histoire avec la draft qui voulait pas aller à Utah. Dale Curry, c'était sur ESPN, il me semble, il parlait que Dale Curry, à l'époque, quand Stephen Curry est drafté, il veut pas du tout que son fils aille aux Warriors, et Curry avait refusé de rencontrer les Golden State Warriors parce que son père voulait qu'il aille aux New York Knicks. Aux Knicks, ouais, écoute. Donc, tu vois, ces histoires de draft et de joueurs qui traînent des pieds pour aller dans une franchise qui va les drafter, c'est arrivé à Stephen Curry à son temps. Là où il était possible que Curry atterrisse, historiquement, c'est à Wolves, puisqu'ils ont eu 2 tours juste avant lui à la 5e et 6e position, et qu'ils ont pris 2 meneurs. Le 5e, Ricky Rubio. Oui, non, mais l'autre. Johnny Flynn, voilà, c'est ça. Alors, autant pour Ricky Rubio, on peut se dire qu'ils se sont trompés, mais qu'il a quand même eu une belle carrière, Ricky Rubio. Très belle carrière internationale en plus. Il y avait eu aussi le match États-Unis-Espagne en finale Pékin. Il est drafté en quelle année, Curry? 2009? Ouais, c'est draft 2009. Ouais. Donc il y avait eu où Ricky Rubio avait marqué le tournoi olympique, avait marqué les esprits. Donc, ça pouvait se comprendre. Pour Johnny Flynn, un peu moins. Beaucoup moins même. Tu devrais faire un historique de Johnny Flynn, je pense que ça va aller assez vite. Pas grand chose à dire. Pas grand chose à dire aussi. Si, des choses à dire sur le match d'après. Indiana Pacers, Philadelphia Sixers à 1h du matin. Philly qui est. Pour moi, ça va être l'équipe à suivre sur cette deuxième partie de saison, les Sixers. Ouais, depuis qu'Embiid est revenu là au top, ils sont un peu sur l'alternatif. Les 2 petits derrière, c'est de la bombe. Non, l'équipe joue bien. Nick Nurse a obtenu plein de choses de cette équipe. Après, Embiid, il protège sa jambe gauche, on le voit bien, mais bon... Paul George est revenu à un niveau intéressant, surtout au shoot, dans l'efficacité. Là, Kelly Oubre vient de revenir. Ouais. Dominique Barlow, André Drummond, le petit Jared McCain. Alors, Jared McCain, il a été envoyé Angélique, t'as vu pour le coup, parce qu'il a besoin de... parce que le retour a été compliqué. Oui. Et puis Quentin Grimes, qui affiche un sacré niveau en sortie de banc. Qui est bon, donc c'est un super score. C'est une équipe qui peut envisager de gagner des matchs en play-off. Je suis d'accord avec toi. Allez, on se dépêche de terminer. Phoenix à Brooklyn à 1h30 du matin, avec Devin Booker qui est revenu là en jeu. Bon, a priori, ça devrait le faire pour les Suns. Phoenix, si tu prends le classement de l'Ouest, moi j'en vois les 4 premiers. Alors bien sûr, je vois OKC devant. Après les autres, je te les dis pas dans l'ordre. San Antonio, Denver, Minnesota. Ces 4-là, tu les prends, pouf, tu mets 4 places prises. Après, ils sont 4 pour les 2 places de play-off, je crois. Avec les Lakers, avec Houston, avec les Warriors et avec Phoenix. Donc pour Phoenix, tous les matchs sont importants. Il y en a qui en ont lâché aux Nets. Alors les Nets, oui, les rumeurs de transfert, Claxton, je trouve que Noah Clooney fait aussi une belle saison. Bien sûr, Michael Porter, il fait du super boulot. Cam Thomas aussi, ça pourrait péter quand même. Jordi Fernandez, ouais. Il fait du super boulot. Comme Jordan Hutt à Phoenix, qui a vraiment relancé cette équipe de façon extraordinaire. Des équipes, Nolan Traoré, là, a mis 13 points, je crois, ou 14, il commence à faire des choses avec le petit, alors il l'appelle Dionyme, mais ça s'écrit Dénime pour nous, enfin, le petit russe, là. Ouais. Il développe des joueurs, bien sûr, Cam Thomas est tradable. Claxton, je suis pas convaincu, moi, je le trouve encore désordonné et pas assez tanké pour être un 5 Non, mais c'est dans ce profil, tu sais, de rebondeur, protecteur du cercle, contreur, quoi, qui plaît à beaucoup d'équipes. Il a pris des habitudes de minutes, là. S'il veut aller dans une équipe, il va falloir qu'il partage le temps de jeu. Il a pris des habitudes de minutes qui font aussi qu'il a des stats. Enfin bref, on verra, je suis pas convaincu. Mais je peux me tromper, attention. Alors, allez, la plus belle affiche de la soirée, Détroit-Boston. Elle est belle. Dans le Michigan. Celui-là, alors il vaut pas cher parce que bon, il reste encore une demi-saison à. On ne pensait pas que Boston joue quoi que ce soit dans le haut de tableau. Voilà, c'est ça, des Celtics qui n'ont rien à perdre et qui pourraient, pourquoi pas, peut-être envoyer un message à Détroit. Qui a récupéré sur les blessés. Duren, Cunningham. Ils ont réussi à gagner un match l'autre jour avec Kate Cunningham à 723. C'est dire si l'équipe est solide. Je les aime bien, moi. J'aime bien ce que fait Détroit.
J'aime bien. Après, Boston, c'est magnifique, mais il faut que ça tienne un petit peu dans la peinture. Keita fait des gros progrès. Pas Raoul Walsh, Jordan Walsh. Raoul Walsh, chose. Ouais, c'est bien. Puis Jaylen Brown. Après, ils dépendent de ça. Tu parlais d'équipe. Alors eux, ils dépendent quand même beaucoup de ça pour aller vers le haut niveau. Je sais pas si Boston arrivera. Autant, j'étais pas inquiet pour toute la saison régulière. En play-off, on verra. Il faut qu'ils trouvent un basket plus dur quand même. Oui, parce que quand toute l'attention sera concentrée sur Jaylen Brown en play-off, ça sera Et quand plus compliqué. quand tu joues les mêmes mecs tous les 3 jours pendant éventuellement 20 jours, c'est compliqué. De toute façon, si Boston ne passe un tour en play-off, C'est Noël. on peut dire que la saison sera réussie pour les Bostoniens. Pour l'instant, ils sont deuxième à l'Est. Le deuxième, il favorise quelque part pour aller en finale. À la vérité, à Boston, tu prends le classement sur un tour de play-off là, demain. Ok, certes, il leur manque. L'équipe n'est pas complète, mais tu joues le Magic. Ah, ça se joue quand même. Hein. Ça serait une déception, je trouve, pour Boston de sortir contre Orlando. Ouais, tu dis ça en début de saison, on te prend pour un fou. Ça c'est sûr. Je suis bien d'accord. Et on termine par Miami Heat contre Golden State chez les Warriors à 4h du matin. Ouais, ça fait partie des matchs que les Warriors se doivent de ramasser. Ah, mais j'ai envie de te dire que Miami aussi... Ils sont à plus 4, oui, mais ils sont pas à la maison. Ils sont à plus 4 par rapport à la barre des 50. S'ils veulent participer à cette lutte pour les 4 équipes, là, pour les deux places à 4 équipes dont je te parlais, il faut qu'ils ramassent ça chez eux. Il faut qu'ils arrêtent d'en lâcher. Il y a des joueurs qui progressent. DeAndre Melton leur fait un bien considérable. DeAndre Melton leur fait un bien. Et ça me fait plaisir, parce que je disais qu'il leur manquait, moi. C'est un joueur complet, il met un peu dedans en ce moment, tout va bien. Moody, Podziemski donnent des signaux de bien. Butler a eu ses problèmes perso. Draymond Green rejoue au basket. Lui, de toute façon, dès qu'il se brûle pendant un moment, il arrête. Après, il s'écarte et puis il revient après vers la flamme. À un moment ou à un autre, il ira voir si ça brûle encore. Voilà. On a l'habitude. Allez, quasiment 48 minutes de podcast. On est pas mal. Il va falloir que tu te dépêches là, d'aller au maquillage avant une minute extra. Tu sais bien que je me fais jamais maquiller. Tu te fais jamais maquiller? Ouais. Ah ouais, mais on pourrait du coup continuer à parler sans problème. Alors. Jamais. Jamais maquiller, non. Ah, je savais pas. Ouais, t'es contre le maquillage? Pas besoin. Je suis contre le démaquillage, surtout. Ah, ok. Qui t'éclate la peau. Et puis oui, j'ai la chance de vivre dans le sud. Ouais. Donc j'ai des couleurs en général. Exactement. Non, ça fait partie aussi. On n'en parle pas de ça pour l'écologie, mais bon. Ah, ça, j'y avais pas pensé non plus. Non, personne n'y pense. Bon, et écoutez, bon MLKD pour ceux qui ne nous auront pas écoutés d'ici là. Et puis sinon, bonne semaine basket. Et on se retrouve vendredi pour un prochain numéro. Ciao, bonne semaine à toutes et à tous. Ciao.